Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass qui changent le monde. Aujourd'hui, on accueille une invitée très spéciale, Cécile Duflot. Bonjour Cécile. Bonjour. On va parler d'écologie, de la vie de ministre et d'inégalité. Alors, il y aura peut-être du bruit pour nos auditeurs par moment, parce que t'as 4 enfants et le télétravail, c'est compliqué pour tout le monde. Voilà. On va parler des 3 grands chapitres de ta vie, notamment. 1, quand tu étais à la tête des Verts, puis 2, ministre sous François Hollande. Et 3, aujourd'hui, tu es directrice de l'ONG Oxfam France qui lutte contre les injustices et la crise climatique. Alors tout d'abord, sur ton chapitre chez les Verts, tu dis que tu as débarqué chez les Verts par hasard. C'est quoi l'histoire ? L'histoire, elle est très locale, en fait. Il y avait eu l'élection d'un maire dans la commune où j'habite, plus que borderline, qui avait fait un tract très raciste pendant la campagne, etc. Et donc, à l'élection suivante, j'avais dit je vais aider les gens localement. Et donc, moi, ma pente naturelle, c'était d'aider les écologistes. Et donc, je m'étais rapprochée d'eux, mais juste pour donner un coup de main. C'était vraiment que dans cette idée-là. Et puis, j'ai été happée. Quelques temps après, on m'a demandé d'être candidate, enfin, d'être sur la liste. J'ai dit OK, d'être sur la liste parce qu'il me manquait le nom. Et puis, un jour, la responsable m'a appelée en me disant oui, en fait, on voudrait que tu sois deuxième de la liste parce que... Ah oui. Et donc, du coup, je me suis retrouvée propulsée dans cette aventure politique sans avoir dit je veux faire ça et je veux être candidate, etc. Ouais, parce qu'effectivement, je me dis comment est-ce qu'on passe de je débarque chez les Verts, même si évidemment tu as des parents très écolos, donc il y Non, a cet j'ai ADN. une seule parent très écolo. Ma mère était très écolo, mon père pas du tout. Ce qui fait que Ok. j'ai forgé mon avis en écoutant les arguments de l'un et de l'autre. Même si mon père a maintenant accepté l'idée que en fait c'est maman qui avait raison. Mais comment ça s'est fait ? Ça s'est fait Comment on beaucoup grâce passe à la parité, parce que en fait il y Ouais. avait besoin de femmes dans des niveaux de responsabilité. Mais c'est vrai que quand je regarde de l'extérieur, j'ai adhéré en 2001. En 2003, je suis rentrée à la direction du parti et en 2006, j'ai été élue chef du parti, donc Oui. sur international. Donc oui, sur le papier, ça semble très rapide. Dans la vraie vie, j'ai trouvé ça assez naturel finalement parce que les choses se sont enchaînées. Et oui, effectivement, moi je me dis comment est-ce qu'on passe de j'arrive un peu par hasard chez les Verts à t'es plus jeune secrétaire national du parti à 31 ans. Moi c'est mon anniversaire dans un mois, j'aurai 31 ans. Sachant qu'en plus c'est au milieu de plein de fortes personnalités quoi. Il y avait Nicolas Hulot, Eva Joly, José Bové, Noël Mamère qui vient de lancer un podcast d'ailleurs. Ouais, ça fait. J'ai répondu à son podcast la semaine dernière. Ça va bientôt être en ligne. J'aime Trop beaucoup bien. Noël Mamère. C'est Ok. effectivement une forte personnalité. C'est le genre de personne assez compliquée à gérer quand t'es chef d'un parti, mais c'est un mec super. Trop bien. Ouais, toi tu penses que c'était une force d'avoir autant de fortes personnalités parce que toi t'es aussi assez forte Pour être franche, dans le pour être compromis. écologiste dans les années 80-90, il fallait avoir une forte personnalité. Enfin, je veux dire, on était face à une espèce de mur à l'époque, de gens qui t'expliquaient que tu disais n'importe quoi, que t'étais trop radical, etc. Il fallait quand même être solide. Oui, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc c'était normal. Oui, beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de dire qu'on est écologiste. Enfin, plus personne conteste. Et pour une raison triste, c'est que la crise climatique a avancé. Ouais. À 37 ans, ensuite, tu entames un autre chapitre avec François Hollande qui t'appelle, comme tu le racontes dans ton super livre de l'intérieur, et il te propose de devenir ministre du Logement et de l'égalité des territoires. T'acceptes et dès les premiers jours, il y a des polémiques sexistes à 2 balles sur comment tu t'habilles avec le coup de grâce. Un jour, tu portes une robe à fleurs à l'Assemblée et au milieu des sifflements, il y a un député de droite qui hurle « Allez, vas-y, enlève les boutons ». Alors j'imagine que c'est frustrant d'être ramené sans cesse à cette histoire. Et en même temps, ça a fait reculer un peu le sexisme en politique. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir ouvert la voie pour les suivantes ? Non, j'ai surtout bénéficié d'une voie qui avait été ouverte par des prédécesseuses. C'est ça la vérité. Et c'est vrai que sur le moment, j'ai pas du tout vécu. Alors, j'ai pas vécu bien, c'est sûr. J'étais dégoûtée en fait parce que je pensais que cette robe, elle était un peu à l'ancienne et que personne n'allait m'en parler. Du coup, je n'en ai absolument pas parlé. Si on regarde à l'époque, je réagis pas, je dis rien, je refuse toutes les interviews, tout ça. Et en fait, cette histoire m'a débordée parce qu'elle a eu un retentissement, pas seulement en France, mais à l'international. Cette robe a été exposée dans un musée. Et je me suis dit que, oui, de fait, j'ai fait ma part. C'est-à-dire que je crois on posera plus de problème à aucune femme élue pour sa tenue maintenant. C'est devenu une sorte de totem d'immunité. Donc, voilà, j'ai bénéficié de combats antérieurs et cette histoire-là aura contribué à la suite. Oui, parce que toi, tu te dis, en fait, je suis ministre, j'ai envie d'être évalué sur mes actions et mes dossiers, quoi, pas sur ma tenue.
Oui, c'est sûr. Et puis après, je pense que ce qui était particulier, c'est que j'étais jeune. En tout cas, moi, je me suis jamais considérée à 37 ans. J'étais déjà mère de famille comme une jeune. Je pense que quand on est jeune, c'est quand on a 20 ans. Mais Oui, pour mais la en vie politique, politique c'est jeune quand même. française, c'était à l'époque encore jeune. Que j'étais une femme, que à l'époque j'étais encore chef de parti, parce que j'ai arrêté mon mandat en juin de cette année-là, et que pour des, des gens, à l'époque des gens de droite, ça faisait toucher des fils, quoi. J'étais trop femme, presque fille, et trop chef, et c'était pas compatible dans leur cerveau. Je pense que c'est ça qu'ils ont exprimé à ce moment-là, Ouais. surtout. Oui, et Et en plus, ministre d'un. Voilà, t'étais pas ministre de l'écologie, c'était ministre du logement. C'est un poste important, stratégique et qui a souvent été réservé à des mecs. oui, peut-être qu'il y a tout ça qui s'est mélangé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le recul, bah, ça aura été une pierre dans l'histoire, et que parfois, on fait des actions utiles sans vraiment ni L'avoir l'avoir prévu. décidé, ni l'avoir voulu, ni même l'avoir accepté sur le moment. Parce que sur le moment, je me suis dit, bon, je vais faire quoi? Et donc, je suis passée à veste bleu marine, eau claire fluide et pas de débat. Ok. Toujours dans ton livre de l'intérieur, tu racontes l'envers du décor de ta vie de ministre et notamment ce fameux protocole. Par exemple, toi, tu voulais continuer à prendre le RER, mais bah, comme tu étais obligé d'avoir des gardes du corps tout le temps avec toi, en fait, ça a créé surtout plus de problèmes de trafic qu'autre chose. Euh, Comment est-ce qu'on peut ne pas être déconnecté des Français, bah, je parle pas de toi en particulier, mais des élus en général. Voilà, quand il y a un chauffeur qui vient te chercher chez toi tous les matins, qu'au ministère, tu as des gens qui t'ouvrent la porte, que tu as tout le temps des petites mains pour faire le moindre chose dont tu as besoin, etc. Faut pas être dupe. Alors moi, pour le coup, en plus, j'ai beaucoup entendu de gens qui disaient que l'après-ministère était super dur, que des gens qui restaient assis à l'intérieur de leur voiture en attendant qu'elle démarre. Enfin, moi, pas du tout. Parce que Des gens qui rentrent dans leur voiture et qui ont tellement l'habitude d'un chauffeur qui qui... montent qui montent à l'arrière. euh, Moi, j'ai pas du tout. Donc, j'étais consciente de ça, et je me disais, bon, bah, peut-être que ça va m'arriver aussi, parce qu'on a beau dire, moi, je suis pas pareil, et bah, si, on peut être totalement victime de ça. Non, alors, d'abord, je pense que j'ai été bien élevée. Je parlais de mes parents, mais moi, mes parents n'ont jamais considéré que la réussite sociale ou extérieure était essentielle dans la vie, que tu Ok, pouvais être patron ou être ministre et pas être un mec ou une nana bien, et que c'était pas donc l'essentiel, et que l'essentiel, c'était d'aimer, d'être aimé. Après, j'ai cédé sur la voiture, parce que effectivement, je mettais en stress énormément les officiers de sécurité qui travaillaient avec moi, parce que s'il m'arrivait quelque chose, leur carrière à eux était ruinée. Donc je me suis dit, oui, bon, oui. tu vas pas faire ta Ah oui, tête. oui. Oui, Mais puis j'ai des quand même fois, t'essayais de continué les à aller au semer. conseil des ministres et à me balader en vélo dans Paris, euh, jusqu'à découvrir, je crois, 6 mois après, qu'en fait, il y avait une voiture qui me suivait. Ça m'a foutu en rogne. Il le faisait en cachette, parce qu'il savait que je voulais vraiment pas. Ah, Et donc, bon. Et après, quand je vivais, bah, je continuais de vivre chez moi, j'allais faire les courses, je vivais normalement, quoi. Donc oui, bien sûr que c'est pas la même vie. Je vais pas dire le contraire. Et c'est normal d'une certaine manière que ce soit plus organisé, parce qu'on a un nombre d'obligations, il faut être à l'heure à tel endroit, etc., qu'on peut pas oui. gérer seul. Faut pas dire, faut pas se mentir. C'est pas pareil que diriger une ONG. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'on est toujours assis sur son cul, selon la bonne vieille expression, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'il faut comprendre quand même qu'on est pris dans une espèce de machine d'organisation, d'obligation. Votre agenda, il est timé. J'ai bien aimé aussi, il y a un seul truc que j'ai aimé quand ça s'est arrêté, c'est que j'ai retrouvé de la liberté, parce que là, il y avait une voiture qui se garait devant chez moi. Je sortais de chez moi, hop, et ensuite j'étais presque en liberté surveillée, Dans quoi. une prison dorée, quoi. Tout ce que je faisais dans la journée était et j'avais pas de marge de manœuvre. Je pouvais pas aller faire un tour au Monoprix, rien du tout. Tout était Ouais. calé. Bah, l'argument sur l'efficacité, je l'entends très bien, ça c'est normal qu'il y ait plus de ressources pour un ministre ou plus de droits, etc. Mais est-ce que tu penses que c'est justifié en termes de sécurité, qu'il y a des vrais dangers je m'en rends pas compte. Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, les ministres, ils aimantent quand même quelque chose de très particulier. Moi, je suis toujours Cécile Duflot. Il y a toujours des gens avec le masque, c'est plus confortable. Je suis moins reconnue, mais sinon ils me reconnaissent. Et il n'y a pas du tout la même crispation quand tu es ministre et quand tu l'es pas. Même Ok. si pendant longtemps, les gens pensaient que j'étais encore ministre. Hein. Moi, ça m'a aussi beaucoup fait relativiser. Les gens pensaient que j'étais ministre de l'écologie, que je l'étais encore au gouvernement, même de Emmanuel Macron. Enfin, les gens confondent un peu. Mais Ouais. ça aimante beaucoup de tensions. Ouais, tu tiens un symbole Donc de. oui, je pense que les seuls moments où j'ai été physiquement agressée, c'est quand j'étais membre du gouvernement. Ah oui, carrément. Ok. Mm. Est-ce que tu as l'impression que tes 2 ans au ministère du Logement, ils ont amélioré des vies? Oui, et c'est ma grande fierté. C'est ma grande fierté. Hier encore, le maire adjoint de Paris a parlé d'un projet qui est lancé d'accession à la propriété à tarif très limité, qui est permis
par la détention du foncier par la ville, qui est une disposition de la loi Allure. Et donc oui, il y a Que tu as aujourd'hui fait encore passer. des dispositions de la loi Allure qui sont bénéfiques, le permis de louer, les dispositions qu'on avait mis en œuvre pour lutter contre les marchands de sommeil. Donc oui, je suis contente. Et l'encadrement des loyers qui a fait un débat aux mairies extrêmement crispé, en fait, c'est une sorte d'acquis. C'est ce que je disais quand j'ai quitté le gouvernement. Avant, j'avais été élue régionale et on avait obtenu le pass unique, c'est-à-dire le pass Navigo d'une seule zone pour l'ensemble de l'Île-de-France. Je me dis, bah voilà, au moins j'aurais fait des trucs qui changeaient vraiment la vie des gens. Clairement, pour parler d'écologie, nos dirigeants se fichent pas mal de ce sujet. Est-ce que tu penses que c'est uniquement parce qu'ils sont au service des plus riches qui les ont amenés au pouvoir, ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce qu'il y a de l'incompétence ou de l'incapacité à imaginer autre chose que la croissance? Alors, je pense qu'il peut y avoir de l'incompétence au sens où de l'absence de réflexion. On a toujours fait comme ça, on continue de faire comme ça. Ça, c'est vraiment, il y a vraiment un côté habituel. Deux yeux, il y en a qui sont en deal avec des lobbies, enfin des intérêts financiers. Ils trouvent que c'est bien. Enfin, je veux dire, ils se sentent là pour ça. Euh, et puis, il y a du court-termisme aussi. Parce qu'en Ouais. vrai, prendre des décisions qui sont des décisions positives à échéance 10 ou 20 ans, ça peut être sur le moment difficile à prendre. Et donc, du coup, en se disant, bon, bah, moi, mon objectif, c'est d'être réélu dans 5 ans, donc je vais pas faire des trucs qui vont être utiles dans 10 ans. C'est ça aussi. Moi, je me souviens très bien avoir dit quand j'étais ministre, je crois que c'est les derniers vœux à la presse que j'ai fait, j'ai dit, mais la réalité de mon action, c'est pas maintenant qu'on la voit, parce que les constructions, les nouveaux logements qui sortent aujourd'hui, C'est c'est du des long terme. décisions de mes prédécesseurs. On les verra dans 5, dans 10 ans, et je serai plus là pour les voir. Du coup, ça détend forcément le rapport à ton action euh, Ouais. politique. Mais oui, il y a tout ça qui s'entremêle. Et c'est très dommage parce que tout le retard qu'on prend, notamment en matière de lutte contre les règlements climatiques, on le payera cher parce que ça s'accumule. C'est pas comme, bon, bah, on l'a pas fait là, mais on pourra le faire après. Non, tout ce qu'on n'a pas fait, bah, ça laisse des traces, en fait. Mm. Et tu penses qu'ils sont court-termistes et cyniques, ou qu'ils dorment quand même pas très bien le soir? Ça, c'est ma vraie question. Ok. Ça, c'est ma vraie question quand je me demande. Je me demande s'ils se leurrent, si c'est du déni ou si c'est du cynisme total et du je m'en foutisme. Mais en tout cas, ça peut pas être sincère. Je veux dire, si on est aujourd'hui, si on se pose sincèrement avec les travaux des scientifiques d'aujourd'hui, on peut pas prendre un certain nombre de décisions. Voilà. Mm. On peut pas dire qu'il faut pas les prendre. C'est Ouais, pas ils possible. savent, quoi. Et C'est comment ça. est-ce qu'on pourrait justement remettre du long terme dans les décisions politiques? Bah, il y a un vrai sujet de courage des dirigeants politiques. Hein, là, pour le coup, il y a un vrai sujet de courage. Il y a personne qui vous oblige ni à voter en tenant votre poignet quand vous appuyez sur le bouton oui ou non dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ni quand vous êtes ministre à revoir votre copie. Donc il y a cette question du courage et puis la conviction en fait. C'est possible qu'il y ait des gens, je parlais de déni, peut-être qui sont complètement dans le déni et qui pensent que c'est pas possible de façon très sincère. J'ai du mal à y croire en fait. Ou alors je pense qu'ils sont, je veux dire qu'ils sont pas intelligents. Si on est intelligent et qu'on lit aujourd'hui, on devient écologiste. Voilà. Aujourd'hui, tu es la directrice générale d'Oxfam France, donc une ONG, on a dit, qui agit contre la pauvreté, les inégalités et la crise climatique. Et d'après un de vos rapports, un de vos derniers rapports, les 10 hommes les plus riches se sont enrichis de 500 milliards de dollars pendant la pandémie. Vous dites que c'est même plus que le montant qu'il faudrait pour vacciner le monde entier. Et justement, chez Oxfam, vous défendez un vaccin mondial gratuit et accessible à tous. Est-ce que c'est plausible? Ah, c'est plus que plausible, c'est nécessaire et j'espère que l'initiative qu'on a lancée, qui est soutenue par plus de 170 anciens chefs d'État Ah oui. et prix Nobel, va bouger, que la Maison Blanche donne des signes très encourageants en disant que oui, il faut lever les brevets. Pourquoi? Parce qu'il faut produire massivement, vacciner massivement pour éviter qu'ensuite on ait une situation avec des variants qui soient des variants résistants au vaccin et que donc on ait vacciné des gens pour rien. Et ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Et pour ça, il faut que on produise de façon très importante des vaccins à très bas coût. Et ça, le moyen de le faire, c'est de lever les brevets. D'ailleurs, l'Inde et l'Afrique du Sud ont demandé cette disposition à l'OMC. Ça existe déjà des vaccins mondiaux gratuits? Alors, Ou il pas y a, du il y a tout? plusieurs. Il faut se souvenir que celui qui a inventé le vaccin contre la polio a dit qu'il ne voulait pas le breveter, qu'il voulait que tout le monde puisse le produire Ok. parce que son but à lui, c'était de faire en sorte que cette maladie soit éradiquée. Ce Et qui est aujourd'hui, il n'y a plus de polio, ouais, malheureusement. exactement. Mm. Dans Soif de Sens, on parle beaucoup d'écologie et de féminisme. D'ailleurs, je viens d'interviewer quelqu'un que tu connais très bien, Caroline De Haas, sur le sexisme, qui a aussi été directrice de campagne pour toi.
Ma question, c'est, là, aujourd'hui, tu bosses encore plus sur, l'écologie. Comment est-ce que, toi, tu montres que, les femmes sont les premières victimes de la crise climatique? Comment tu l'expliques aux gens en général? Alors, ce qui est intéressant quand on croise les questions genre et les questions climat, c'est qu'il y a plein de moments où ça se retrouve. Mais souvent, c'est pas bien documenté. Je vais donner un exemple des exemples assez évidents. Les femmes sont plus victimes des catastrophes naturelles que les hommes. Ça semble bizarre, hein, mais Ouais. comme Oxfam est une ONG qui est une ONG humanitaire et qui est présente sur les catastrophes naturelles, depuis un petit moment, on s'est mis à faire une analyse genrée des conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis il y a tant de Ah, victimes d'une catastrophe naturelle, d'un tsunami, bah tu sais pas qui c'est. Puis quand tu te rends compte qu'en fait il y a plus de femmes que d'hommes, t'essayes de comprendre pourquoi. C'est aussi ce qui s'est passé par exemple à la Nouvelle-Orléans. On s'est rendu compte qu'il y avait une surmortalité des femmes et en particulier des femmes de la communauté noire et les plus pauvres. et pourquoi, du coup? Et pourquoi? C'est très intéressant. Donc, parce qu'en général, les femmes ont en charge les plus fragiles, les personnes âgées et les enfants. Donc, elles peuvent fuir moins vite en cas de catastrophe, parce qu'elles sont moins informées, parce qu'elles sont, par exemple, elles apprennent moins à nager. C'est aussi bête que ça. Mais face à un tsunami, ça peut sauver la vie. Mmh. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait cette surmortalité des femmes et que donc elles sont du coup plus victimes des catastrophes naturelles. Et on sait que une des conséquences du dérèglement climatique, ça va être l'augmentation et l'intensité des catastrophes naturelles de ce type-là, par exemple. Mais on sait aussi, par exemple, que le dérèglement climatique, quand il accroît la difficulté de s'approvisionner en eau, tâche traditionnellement dévolue aux femmes, qu'est-ce qu'il provoque? Il provoque le fait que dans les familles, ce soit les plus âgées des filles qui soient déscolarisées pour aider leur mère à assumer l'approvisionnement en eau de la famille et que donc elles arrêtent d'aller à l'école. Donc la question droit des femmes, Ouais. émancipation et climat, elle est très souvent là. À l'inverse, ce sont les femmes qui sont en charge, on le sait peu, majoritairement à l'échelle de la planète, de l'alimentation des familles, notamment par la culture et L'agriculture, oui. un rôle d'agricultrice de proximité, et que donc quand ça s'est rendu beaucoup plus difficile, notamment par la sécheresse, c'est elles qui sont les plus impactées. Ça peut aussi être elles, si on travaille à de vrais programmes d'adaptation au changement climatique, qui sont les clés pour permettre un mode de production adapté au changement climatique. Plus largement, quel lien est-ce que tu fais entre, l'écologie et le féminisme? Les deux, c'est des combats d'émancipation. C'est Ouais. des combats de justice sociale, c'est des combats aussi de modèles de société. En fait, vouloir une planète dans laquelle l'être humain n'est pas destructeur de son propre environnement, n'est pas prédateur des ressources naturelles, c'est aussi vouloir une planète où les rapports de genre soient plus équilibrés, où les hommes n'exploitent pas les femmes d'une certaine manière, parce que quand les femmes font une double journée, je ne parle pas des hommes en tant qu'individus, que chacun des individus, mais Oui, de dans le manière, groupe dans le social. cadre d'un système global, aujourd'hui, la société exploite plus les femmes que les hommes, et c'est pas juste. Et donc, ce mouvement d'émancipation et d'un monde plus harmonieux, eh ben, il lie forcément ces deux dimensions. Avec Oxfam, vous dénoncez aussi le greenwashing des banques. Bah, sans le savoir, en France, individuellement, c'est avec notre argent à la banque qu'on pollue le plus, peut-être parfois plus que notre alimentation ou notre transport, parce que les banques françaises investissent massivement dans des projets polluants, notamment pétroliers. Et donc, que ce soit bah, la BNP, Crédit Agricole ou la Société Générale, bah, vous dites que chacune de ces banques a une empreinte carbone plus grande que celle de toute la France. Mmh. C'est quoi votre objectif avec Oxfam dans ce rapport? Bah, les banques, c'est le robinet. C'est celui qui verse l'argent sur des projets. Donc, si on ferme le C'est robinet une belle image. des projets sur les projets qui sont des projets néfastes pour le climat, bah, on agit de façon efficace. Et c'est vrai que les banques françaises, c'est 6 fois l'empreinte carbone de l'ensemble de la France. Donc, ça passe souvent la question bancaire un peu, c'est comme c'est de l'argent, de la finance, des gens sérieux, on regarde pas ça. Alors que Ouais. c'est considérable avec un impact très fort. Donc, on doit absolument faire bouger ce secteur-là de façon déterminée. Donc, soit de façon volontaire, certaines banques s'y sont engagées, le Crédit Agricole, mais récemment le Crédit Mutuel de façon très efficace. Ok. Mais on sait aussi que certaines résistent beaucoup. Et pour ça, il faut qu'on passe à un système où en fait les règles du jeu changent. Et aucune banque française n'a le droit de continuer à financer des fossiles. Enfin, il y a beaucoup ouais, de paroles et après, faut toujours checker qu'est-ce qui concrètement est fait, quoi. Exactement. Est-ce que tu penses que tu as plus d'impact aujourd'hui chez Oxfam ou quand tu étais ministre du logement?
Alors, c'est différent. Je saurais pas le quantifier de manière Oui, j'imagine. Ouais. brute. Quand on est ministre, on agit directement. C'est-à-dire que quand on fait voter une loi, quand on finance des projets, bah voilà, ça agit immédiatement. Quand on est à la tête d'une ONG, avec toute l'équipe de cette ONG et les bénévoles, en fait, on fait bouger la société. Et je pense que en matière de transformation écologique, on avait besoin que la société mûrisse et change. Et je pense, et la Convention climat, la Convention citoyenne sur le climat l'a montré, qu'on n'est pas dans la même époque. Oxfam a fait partie des 4 organisations qui a lancé l'affaire du siècle, Qui ont le attaqué procès l'État contre en l'État justice pour une pour. action climatique. On a gagné une première étape, on attend la deuxième étape, mais il y a 2 400 000 personnes qui ont signé avec nous pour soutenir cette action. Et ça donne quand même un gros signal. C'est-à-dire que il y a une personne sur 20 adultes, un adulte sur 20 dans ce pays qui a soutenu cette démarche. Donc ça dit aussi quelque chose de l'évolution du climat, si je puis dire, général de la société. Et donc il faut pas seulement une avant-garde et quelques écologistes parfaits. Il faut que dans son ensemble, la société bouge et soit prête aussi à ce que des dispositions différentes soient votées. Puisque Carbone 4 l'a montré, si on était tous exemplaires, toi, moi et même tous les Français, on Ouais. atteindrait un quart des objectifs de nos réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Les 3 quarts dépendent de politiques publiques et de politiques sectorielles et d'une évolution des entreprises. Donc on a besoin que ces décisions, que des décisions de type décisions qui peuvent être proposées par des ministres soient prises. Donc il faut les deux. Voilà, ma réponse c'est qu'il faut les deux. Super. Euh, un des soucis de la notoriété, tu dis en tant qu'écolo, c'est par exemple que quand tu fais tes courses, les gens vont juger l'intérieur de ton caddie et on dit bah c'est pas que du bio. C'est quoi ton rapport aux critiques sur le fait d'être, spoiler, comme tout le monde, une écolo imparfaite? Justement, je l'assume parce qu'en fait, il y a 2 choses, hein, dans le fait de la perfection. Il y a les écolos entre guillemets qui eux se pensent parfaits et qui Ouais. donnent des leçons en pensant qu'ils sont eux. Donc en fait, on n'est jamais parfait. Ça n'existe pas d'être parfait. Et puis quelque part, on est humain, donc c'est rassurant. Et donc ils te donnent des leçons parce que eux, ils sont mieux que toi sur ça, alors que toi, on te voit plus à la télé. Je résume. Donc ça, bon, c'est pas très très grave. Mais il y a tous ceux que ça dédouane. Ils disent ah ben tu vois, vu que machine ou machin n'est pas parfait, moi ça m'autorise le droit de l'être pas du tout du tout. C'est pas très grave. Enfin, je vis avec et c'est aussi pour détendre tout le monde. J'essaye d'être le plus écolo possible, mais je vis dans un univers qui ne l'est pas. J'achète des produits qui sont emballés dans du plastique. Je vis en ville, donc voilà. Et il y a des moments où je peux pas prendre les transports en commun pour aller dans les endroits où je vais, où c'est pas pratique, avec les enfants et plein de bagages. Le train, ça peut coûter très cher. Tout ça, c'est aussi, c'est ce que je dis souvent. Je suis une écologiste qui défend les transports en commun, mais qui les prend. Et donc, du coup, ça permet de Mmh. relativiser. Mais oui, je pense qu'il faut dire des changements individuels, même profonds et extrêmes, ne suffiront pas. Ouais, mais ce qui m'énerve dans ce genre de remarques, c'est que, bah, souvent on va pointer du doigt un micro-exemple anecdotique, plutôt que de prendre ensemble, prendre en compte l'ensemble des comportements de la personne et 2, ça ramène encore la responsabilité aux citoyens alors que, bah, effectivement, c'est le système qu'il faut changer et il y a un moment, bah, si tu habites en ville, que tu as un bas salaire et cetera et qu'autour de chez toi, il y a que un Lidl, bah, oui, non, tu vas pas acheter du vrac, quoi, enfin. Ça, c'est sûr. Et en revanche, ce qui est sûr aussi, c'est que des fois, enfin, faut aller contre le courant. Par exemple, moi, j'ai des vieilles voitures que j'utilise très peu. Et en fait, le bilan écologique de remplacer ces vieilles voitures par des neuves serait pas du tout positif. J'en ai discuté avec des gens, je suis pas une spécialiste du sujet, et donc Ouais. j'ai arbitré sur ce fait que, comme je les utilise peut-être une fois toutes les 3 semaines, et encore pour quelques kilomètres, ça n'a aucun intérêt que j'achète des voitures qui vont être refabriquées avec des métaux rares, etc., etc., etc. Voilà. Et ça, il faut pouvoir l'expliquer. C'est-à-dire que il faut aussi voir que un modèle écologique, c'est un modèle plus sobre, c'est un modèle où on répare plus, où on gaspille moins. C'est pas forcément où on achète des super nouveaux produits vachement plus écolos. Et Mmh. ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi faire comprendre. Garder, récupérer, réutiliser, ça, c'est très écologique. Tu dis que tu as longtemps eu le syndrome de l'imposteur, puissance 5, tu en parlais un peu tout à l'heure, en tant que femme, jeune, écolo, mère de 4 enfants et ministre du logement effectivement, donc un poste, stratégique souvent, masculin. En plus, tu dis que tu es timide, mais pourtant, ça t'empêche pas, d'ouvrir ta gueule, pardonne-moi l'expression, quand c'est nécessaire. Tu as quand même du caractère, quoi. Alors d'abord, moi j'aime bien apprendre à faire des choses et donc j'ai appris à gérer ma timidité. Plus exactement, j'ai appris que quand tu rentrais dans une pièce, tu te mettais pas dans un coin, tu allais dire bonjour à tout le monde et que plus tu étais connu,
plus si tu le faisais pas, tu paraissais hautaine. Donc quand on m'a dit ça, ça m'a Ok, beaucoup vexée, ça m'a beaucoup aidé à faire ça. Ensuite, bah, c'est ouais, c'est vrai. l'entraînement. Au bout d'un moment, ça va mieux. Mais oui, c'est pas, il y a encore des moments où c'est pas évident. Après, moi, ce qui me mobilise, c'est que j'ai toujours bien aimé être la représentante d'un collectif. Donc aujourd'hui, quand je parle pas En ton pour moi, nom. je parle pour Hmm. Oxfam. Et je parle donc pour l'équipe d'Oxfam France, les bénévoles, mais aussi pour la voix d'Oxfam International qui est présente en France. Et donc du coup, ça me donne aussi plus de confiance en moi en fait, parce que je me dis, il s'agit pas que je sois un génie, il s'agit que je dise bien les choses sur lesquelles on travaille sérieusement. Ça, c'est très enrichissant et c'est une vraie source de fierté de réussir à faire passer le message parce que je suis très fière du travail que font nos équipes, de ce qu'on produit, etc. Et j'ai envie que ce soit bien compris. Je pourrais pas en fait ne rien faire. Enfin, je sais pas, aller voir la catastrophe en ronchonnant dans mon coin. C'est une question de caractère. Hein. J'y arriverai pas. Je dis pas que d'autres. Je juge pas. Hein. Je dis je suis comme ça. C'est tout. Ça m'empêche pas de temps en temps glandouiller sur mon canapé. Hein. Je suis pas toujours debout sur mon cheval avec ma lance. Non, c'est clairement utile, notamment en politique où effectivement, l'histoire avec Manuel Valls et son discours horrible sur les Roms où là, tu as été la seule à, à ouvrir ta bouche et que justement, les gens te félicitaient pour ton courage alors qu'en fait, c'était surtout ahurissant que personne d'autre ne Alors, il y a des gens conteste qui ça. n'étaient pas d'accord, mais à l'époque, je sais très bien que quand j'ai dit ça, j'ai failli me faire virer. Et je me disais, bah, si je me fais virer pour ça, franchement, je me sentirais bien. Voilà. Il y a des moments où il faut se sentir en accord avec soi, parce que j'ai perdu hein, l'élection législative, c'est comme ça que j'ai arrêté de faire de la politique, mais je préfère avoir perdu comme ça que gagner comme d'autres. Vraiment, je me sentirais hyper mal. Puis j'ai des amis de longue date, qui me connaissent, et leur jugement sur ce que je suis vraiment et la fidélité à mes convictions, c'est Ouais. quelque chose qui m'importe. Et donc, je serai jamais prête à tout brûler, et en tout cas pas mes convictions pour un poste. Donc finalement, ce qui peut apparaître comme du courage ou tout ça, l'est pas. C'est juste que je me sens mieux comme ça. Et des fois, je regarde certains de mes anciens collègues verts, je les vois aujourd'hui, et ben, j'aimerais pas être à leur place. Hein. Je trouve ça vraiment moche, quoi. C'est pas très chic. Je sais pas très bien comment ils se regarderont à la fin de leur vie, mais c'est moche. Ok. Est-ce que encaisser les coups en politique, ça s'apprend? Oui, ça s'apprend. Ce qu'il faut, c'est ce que j'appelle moi la technique EPC pour eau, plume, canard. Il faut pas se faire une carapace et C'est quoi? s'endurcir. Voilà, il faut pas s'endurcir et devenir dur soi-même, parce que c'est le risque. C'est qu'on devienne cynique et dur. Ouais. Mais il faut que ça glisse sur toi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Voilà, c'est ça qu'il faut réussir à. Ah, Il y a des choses importantes et des choses moins importantes. Et puis, oui. il faut accepter les critiques aussi. Des fois, les gens, ils disent des choses et ils n'ont pas tort. Et dans Ah oui, ces c'est cas-là, clair. il faut reconnaître. Bah oui, là, je me suis trompée. Là, j'étais un peu agressive. Il faut pouvoir dire ça. Mais ça, c'est pas facile pour beaucoup d'élus, hein. Oui, je Le, sais, mais c'est dommage parce le que, droit à en fait, l'erreur. et d'être aussi déterminé quand on n'a pas tort. Mm. Voilà. Quand tu as quitté le gouvernement, t'en parlais dans le podcast de Lorraine Bastide de La Poudre, les médias ont parlé de caprice dans ton Ouais. cas, alors que quand d'autres hommes ont démissionné, c'était vraiment très courageux, etc. Donc il y a effectivement tout ce sexisme dans les médias dont on a parlé aussi avec Lorraine Bastide sur la chaîne. Est-ce que tu penses que les hommes politiques et les décideurs économiques aussi d'ailleurs, ont conscience de leurs privilèges? Tu veux dire les hommes par rapport aux femmes? Oui. Ah non. Non. Mais ça, s'il y a des fois où j'ai ragé, j'ai serré les poings, à ce moment-là, oui, j'ai serré les poings. J'ai quand même, parce que c'était pas facile de partir. Hein. J'ai beaucoup aimé être ministre justement parce que tu pèses sur la vie et que tu penses que tu es utile. Donc c'était une décision douloureuse, vraiment difficile. Et quand on disait, bah voilà, elle a ses nerfs, j'ai envoyé un SMS de rage à l'époque un ministre socialiste qui avait dit je sais pas quoi, un truc sur le fait que j'avais ses nerfs. J'ai dit bah t'aurais dû dire que j'avais mes règles, comme ça ce serait plus clair. J'étais vraiment furieuse parce que c'était politiquement et techniquement et enfin à tout point de vue c'était injuste et jamais 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 on aurait dit la même chose si j'avais été un homme. Jamais, c'est évident. Et j'en étais au moment où je le vivais, j'en étais consciente. C'est pas une sorte de révélation a posteriori, c'est que je le voyais sous mes yeux. Ok. En France, il y a une personne sur deux, c'est un sondage, qui pense qu'on peut pas arriver au sommet sans être un peu pourri, contre seulement 20% aux États-Unis. Ça te semble réaliste, un sur deux? Que les gens pensent ça, bah ouais, ça me fait un peu de la peine, hein, parce que c'est. Enfin, moi, j'ai rencontré quelques pourris, mais j'ai pas du tout rencontré que des pourris. C'est pas vrai, c'est pas Mm. vrai. Ok.
Et puis moi, je l'étais pas. Moi, c'est ce que souvent on me disait, tous pourris. Je dis, bah non, allez-y. En plus, alors moi, je peux te dire qu'on a fouillé dans toutes mes affaires, etc. Mais je peux pas empêcher les gens de croire ça pour une part, parce qu'il y a parfois de l'impunité, il y a eu parfois des gens qui se sont vraiment mal conduits. Moi, j'étais dans le gouvernement avec Jérôme Cahuzac, donc forcément, c'est Oui, quand il a même... dit devant toi à l'Assemblée. Oui, 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 j'étais là. Ah oui, Non, oui, non, j'étais là. j'ai jamais eu de contentieux. J'étais là, j'ai même été tentée de le croire un moment, parce que je l'aimais pas du tout. On avait de grands désaccords politiques. Je me suis dit, non, mais Cécile, ne pense pas qu'il ment juste parce que ça te ferait plaisir de penser que c'est un pourri en plus. Donc, j'ai été tentée de le croire. Bon, j'avais pas raison. Et comment ça s'est fait ton virage, c'est Oxfam? Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher? C'est toi qui les connaissais? Alors moi, je m'étais dit bien avant la défaite aux législatives que si je gagnais, bah, j'allais aller à l'Assemblée. Et si évidemment, bah, je serais allée jusqu'au bout de mon mandat. Je trouve ça moche, hein, les parlementaires qui s'en vont avant la fin de leur mandat. Ouais. Mais si je perdais, je restais pas pour en attendant d'être candidate à autre chose, aux sénatoriales, aux européennes ou à que sais-je. Je faisais autre chose. J'avais 40 ans, enfin plus de 40 ans, c'était le moment de faire autre chose. Et OK. donc j'ai commencé par faire un truc qui m'était pas arrivé depuis des années, c'est-à-dire vraiment profiter de la vie. J'étais au chômage, tout à fait au chômage. J'ai Mmh. pris une carte de cinéma illimité. Je suis allée au cinéma à 11h du matin au Luxor et des tas de trucs comme ça et je me suis posée. Je me suis mise à à apprendre à faire un peu de menuiserie, enfin, petit niveau, hein, avec des tutos sur YouTube. Voilà. Je me suis dit, profite, quoi. Voilà. T'as bien fait ce que tu devais faire. Ça fait 12 ans que tu fonctionnes à 200 à l'heure avec une pression terrible. T'as bien donné ma cocotte. C'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, et l'autre chose, c'est que j'ai attendu de faire une dépression et je n'ai pas fait de dépression. Parce que j'avais perdu la primaire, puis perdu l'élection. Je me suis dit, et en fait, je crois que d'abord, je pense que j'ai pas une nature Ouais. spontanément dépressive, mais l'autre chose qui m'a fait du bien, c'est que je me disais, en fait, c'était comme une libération, quoi. Parce que jusqu'alors, je me sentais tenue par une sorte de devoir à l'égard des Verts, devoir à l'égard des électeurs. Et là, les Verts m'avaient signifié qu'ils ne voulaient pas de moi comme candidate. Donc ça m'a quand même bien libérée par rapport au parti EELV. Et ensuite, les électeurs de la circonscription ont élu un autre député. Donc là aussi, c'était affaire classée. Donc tout le monde me disait, c'est bon, t'as fait ce que t'avais à faire, ou pas d'ailleurs, mais fin du film. Et donc cette fin du film a été libératrice pour moi. C'est pas moi qui ai eu à décider, je vous lâche. Et donc OK. pendant quelques mois, j'ai fait exactement ce que je voulais. Je suis devenue associée d'une entreprise qui s'appelle Octopus et qui fait de l'hébergement et de l'infogérance de serveurs. Oui. Donc, et ça m'a fait beaucoup de bien de travailler dans un secteur qui n'avait rien à voir, mais voilà. Et ensuite, le poste à Oxfam s'est ouvert et une membre de la direction m'a sollicité pour me demander si j'accepterais de postuler. J'ai dit oui, mais est-ce qu'on va être contre une ancienne femme politique? Parce que je connais la culture des ONG à la française. Ils m'ont dit non, 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 c'est ouvert, mais il y aura un processus très classique, parce que c'est une ONG avec une culture anglo-saxonne. Donc, je crois que j'ai fait 8 entretiens en tout. OK. Comme dans les grosses boîtes, quoi. Un test psychotechnique, un entretien en anglais, enfin 2 entretiens en anglais, voilà. Et j'étais très contente. Et en vrai, si on m'avait dit le poste idéal dont j'aurais rêvé, bah, Ouais. ça aurait été de diriger Oxfam. Et voilà. Et ça fait 3 ans et je suis toujours aussi contente. Je trouve que c'est une ONG en tout cas, moi, je connais pas énormément, dans le grand public. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'impact que vous avez en France et dans le monde? Alors oui, Oxfam, c'est une ONG qui est très, très, très connue dans certains pays. En Grande-Bretagne, c'est un peu comme la Croix-Rouge. Enfin, c'est aussi Oui, connu c'est que la là où c'est Croix-Rouge, né. hein, voilà. Aux Pays-Bas aussi, c'est très connu. En Espagne, c'est très connu. En Belgique, c'est très connu. En France, c'était moins connu. OK, partout Et c'est sauf aussi ici. une des raisons pour laquelle j'ai eu envie d'y aller, parce que je savais le travail que faisait Oxfam. Je connaissais la qualité de ce travail. Je les avais connus en tant que parlementaire. Et je m'étais dit, c'est dommage quand même, vu ce qu'ils font de bien, que ce soit si peu connu. Et donc, j'avais un truc dont je disposais, qui était ma notoriété. Je savais pas trop comment l'utiliser. Mmh. Des fois, j'ai eu envie que ça s'arrête avec la fin du mandat politique, que je retrouve une sorte Ton d'anonymat, mais bon, anonymat, ouais. ça c'est fichu. Et donc, je me suis dit, bon, bah, très bien, du coup, je vais apporter ça euh, à Oxfam, et ça, c'est chouette, parce que franchement, leur travail mérite d'être davantage connu. Donc, Oxfam, c'est une ONG qui agit sur le terrain. On a des missions humanitaires, je l'ai dit tout à l'heure, en cas de catastrophe humanitaire. C'est une des 5 grosses ONG humanitaires du monde. On a aussi des projets de développement. On travaille dans 65 pays dans le monde. Mais depuis sa création, Oxfam pense qu'on ne peut pas juste s'intéresser aux conséquences, il faut aussi s'intéresser aux causes. C'est un peu comme si vous étiez une équipe médicale qui soigne les personnes qui s'intoxiquent en buvant
une eau polluée et que vous essayez pas d'arrêter la pollution de Ouais. l'eau. Bah, nous, on pense qu'il faut aussi s'attaquer aux inégalités, à la pauvreté, aux dérèglements climatiques, qui sont les causes. Donc on fait les deux. On fait du plaidoyer pour faire changer les choses, pour s'attaquer aux causes, et on travaille aussi sur les conséquences. OK. Et est-ce que tu aurais des exemples d'histoires d'impact que vous avez pu avoir? Plein, 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 plein. On travaille par exemple, beaucoup avec, c'est essentiellement des femmes qui aujourd'hui sont employées dans, les champs de culture de fruits rouges au Maroc, OK. dans des conditions qui sont des conditions très difficiles. Donc on travaille avec elles, avec leurs employeurs, mais aussi avec ceux qui achètent ces fraises, ces framboises, ces myrtilles, Des grossistes ou des les grossistes et puis Carrefour, Auchan, etc., pour dire attention, en fait, c'est pas parce que vous voyez pas d'où ça part que nous on sait pas d'où ça part. C'est ce qu'on appelle toute cette chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des gens qui travaillent pour produire notre nourriture, qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir eux-mêmes. Et ça, c'est pas acceptable. Donc de voir l'ensemble de la chaîne, de dire bah en fait les responsabilités elles sont aussi dans ceux qui font une très grosse marge ici, au mépris du travail de ceux qui produisent sur le terrain, et ben on essaye de rapprocher ces questions. comme vous avez une action internationale, est-ce que tu as l'impression que ça bouge plus vite sur les questions de féminisme et d'écologie dans les autres pays, en Europe ou ailleurs qu'en France? Ça dépend, ça bouge plus vite en Nouvelle-Zélande, ça Oui, bouge, ça c'est sûr. et ça bougeait moins vite aux États-Unis. Enfin voilà, c'est pas l'international versus la France, hein. Il y a Ouais. certains sujets sur lesquels on peut bouger un peu plus et d'autres sur lesquels on est très en retard. Sur l'écologie, quand même, on est en retard. Malgré, en fait, c'est ce qui a beaucoup surpris mes collègues internationaux parce qu'on se souvient de Macron dans ses premiers mois, Make our planet great again, etc. Et donc, pour une part d'entre eux, ils sont quand même habitués à ce que si un président dit ça, bah, Bah, ça il le va fait, dérouler c'est évident. politiquement. Et donc, quand on leur disait, non, mais attendez, il fait le contraire de ce qu'il dit, ils étaient quand même très épatés. Parce qu'au moins, Trump, il disait que ça l'intéressait pas, qu'il fallait soutenir le charbon, etc. Enfin, c'était clair, quoi. Ouais. Là, il y avait une vraie discordance entre le discours et l'image à l'international et la réalité en France. Bon, maintenant, tout le monde a un peu compris. Mais, OK, mais dans ce qui les est autres pays, c'est intéressant dans la beaucoup dimension internationale, c'est quand même que je pense que si on veut faire face au changement climatique, il va falloir une mobilisation à l'échelle de la planète. C'est mmh, pour nous les humains, c'est notre premier défi de terrien. C'est-à-dire c'est la première fois où on doit se penser comme habitants d'une même planète. Parce que personne ne pourra se protéger. C'est-à-dire que même des très riches pourront pas s'abriter dans un endroit de la planète qui échappera au dérèglement climatique. mmh. Toute la planète sera impactée, toute sans exception. Donc il faut cette conscience de terrien. C'est pour ça et c'est un des éléments qui aussi m'avait vraiment très attiré dans XOM, c'est que c'est une organisation internationale. Hier soir, on parlait d'un sujet entre nous avec mes collègues des quatre coins du monde, et ça forcément ça change ta manière de penser. Ça change ta manière de penser la pandémie, ça change ta manière de penser les questions d'inégalité quand tu parles avec des Brésiliens. En tout cas, ça change ta manière d'appréhender la possibilité d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Quand ma collègue Katia Amaya, qui est brésilienne, m'a expliqué que une grande partie des gens disaient non mais Bolsonaro ça n'arrivera jamais, c'est pas possible, jusqu'à ce que ça arrive. Et quand c'est arrivé, il y a eu une liste de 100 noms d'ennemis du peuple brésilien, dont elle, en tant que dirigeante d'Oxfam Brésil. Les locaux de l'ONG ont été dévastés 3 fois. Enfin, c'est ça la réalité de ce type de personnel politique au pouvoir. Et donc, du coup, ça nous oblige à nous questionner, nous, pour la France. Mais de façon beaucoup plus pragmatique, hein. Mon collègue italien Roberto, l'année dernière, une semaine avant le confinement, quand en France, on disait qu'il fallait aller au théâtre, etc., m'a dit, non, mais Cécile, tu vas voir. Tout d'un coup, ça a basculé. Et puis, on disait en France, oui, mais non, mais les Italiens, ils n'ont pas le même système de santé. Ils disaient, non, 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 c'est Milan et tout ça. Les hôpitaux, ils sont aussi bien qu'à Paris. Ouais. Donc, ce discours très franco-français de on n'est pas comme les autres, quand tu travailles avec des gens à l'international, ça te permet de changer. Ouais, c'est assez effrayant ce que tu dis sur ta collègue, effectivement. Moi, j'ai l'impression, notamment avec Partage des Sympas ou d'autres, où il y a la cellule antiterroriste carrément qui était activée pour juste des militants écolos qui font rien d'extraordinaire, quoi. Que plus ça va aller, plus le gouvernement va serrer les vis et que juste bah, vouloir protéger la vie sur Terre, ça va devenir un crime, quoi. Oui, alors où ça va basculer dans l'autre sens, c'est-à-dire que je pense qu'il y a là, quand on voit les conséquences, même sur les zones tempérées comme la France, du dérèglement climatique qui arrive maintenant, Ouais, il va peut-être y avoir une prise de conscience assez rapide. Et puis, les éléments presque d'encouragement que je vois dans la pandémie qu'on vient de traverser, c'est que quand même, on s'est rendu compte qu'on pouvait changer brutalement. On a cloué les avions au sol, mis des masques sur le nez de tout le monde, confiné, fermé les écoles, mis tout le monde en télétravail. Des trucs où avant, on aurait dit, oh là 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 là, ça, il faut planifier sur 10 ans. Bah, on a fait ça en 48 heures. Donc, ouais. je pense que peut-être ça a ouvert des petites trappes dans les cerveaux en se disant qu'on pouvait faire autrement que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant.
Bah, après, tu as l'impact d'un virus qui est vraiment, immédiat et brutal par rapport au réchauffement climatique où c'est, sur des Oui, jusqu'à ce années. qu'on ait quelques catastrophes. Il y a une tornade C'est vrai. phénoménale qui est passée au large des côtes britanniques au printemps de l'année dernière, enfin en février-mars, ce qui normalement n'arrive jamais dans notre hémisphère à cet endroit. Si elle était passée sur les côtes, peut-être qu'il y aurait une espèce de saisissement Mmh. collectif. Et à l'inverse, je trouve qu'il y a bah, là, j'ai vu plein de lettres ouvertes de collectifs de salariés, demander à leur entreprise de devenir des entreprises à mission, ou le groupe, April, je crois, qui fait des œufs, qui va arrêter de produire des œufs pour, se recentrer sur, des produits végétaux. Heu, c'est quoi toi ton en termes d'écologie évidemment, c'est quoi ton rapport au futur? Mon rapport au futur, il se noue beaucoup sur mon rapport avec les jeunes parce que je pense que enfin, si on regarde l'échéance 2100 qui est quand même très compliquée, bah, Ouais, ceux qui vont devoir la gérer, c'est ceux qui naissent aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un vrai attachement de ma part à ce qu'on veille à ce qu'ils aient une éducation très ouverte parce qu'il va falloir que leur cerveau utilise toutes leurs compétences, pas pour reproduire des anciennes solutions, mais pour inventer des solutions à des problèmes qu'on n'a encore jamais connus. Donc ça, c'est déjà un premier point. Je pense qu'il faut qu'on soit très attentif à ça. C'est au moins une chose qu'on peut faire. Ensuite, ensuite, je pense qu'il faut pouvoir dire maintenant qu'on peut mettre des politiques publiques radicales en œuvre de manière démocratique, mais qu'il ne faut pas avoir peur d'affronter certains intérêts, y compris en disant publiquement voilà pourquoi on le fait. Et c'est ça qui manque dans la période, c'est de dire bah voilà on va faire ça, ça va être compliqué, on va accompagner un certain nombre de secteurs, mais on n'a pas le choix en fait. Soit ça, si on ne le fait pas, on se prend le mur. Aujourd'hui, on est face à un mur et on accélère. Aujourd'hui, ce qu'on sait, même les écologistes les plus engagés comme moi, c'est qu'on n'échappera pas au mur. Mais l'idée, c'est qu'on le prenne de biais et en ayant ralenti avant. Ce ouais. qui, tout le monde comprendra, c'est quand même moins violent que foncer droit dedans. Et c'est ça qu'il faut raconter. Donc, je pense qu'il faut à la fois de la franchise, de la transparence, mais aussi du courage et de la radicalité dans les mesures à mettre en œuvre. Mais la franchise, ça fait peur Cécile, les gens, on va les terroriser Je si on leur crois pas. dit, Moi, j'aime pas qu'on prenne les gens pour des cons, en fait. Et mon pari, c'est qu'on a aussi la génération orangina rouge. C'est-à-dire que les gens peuvent dire, ah bah là, ou machin, ou truc, ils sont bons en com, mais ils sont ouais, pas convaincus. Parce que les gens pouvaient dire, ah bah la pub orangina rouge, elle est super, elle est drôle, elle est machin, et ils achetaient pas, jamais d'orangina rouge. Mais ils reconnaissaient que c'était la pub d'orangina rouge, mais ils en achetaient pas. Et donc là, c'est la même chose. On voit que la com est bien faite, etc. Même si avec ce gouvernement, ça commence à changer un peu, mais bah on n'est pas d'accord. Donc, comme on est avec ces générations maintenant, qui même ceux de mon âge ont vu la publicité, la com, les trucs, ils arrivent à oui. déconstruire et à décoder. Donc je crois que le temps est venu d'une certaine honnêteté en fait. Et pour tout dire, même quand on est une femme politique, ce que j'ai été, c'est moins fatigant. Parce que quand vous pipotez, ben, la fois d'après, vous êtes tenté de plus vous souvenir de ce que vous avez dit à tel Mais c'est moment, dur d'être etc., cohérent, etc., ou vous faire piéger à un endroit ou à un autre. Quand vous dites à peu près toujours la même chose, vaille que vaille, il vous arrive pas grand-chose. mmh. Avant, tout ton parcours, engagé, tu as fait 4 ans de bénévolat à la maison de la santé en prison. Tu peux nous raconter comment ça se passait? Oui, en fait, là aussi, c'est un hasard. J'avais répondu, il y avait une affiche dans le métro qui cherchait des bénévoles OK. pour lutter contre l'illettrisme. Moi, je m'étais dit: «Ah bah tiens, j'ai envie de faire quelque chose». Je trouvais ça bien. Et il disait: «Bah, nous, on cherche surtout des retraités, mais en revanche, on a une association d'étudiants qui, intervient en prison». Donc voilà, donc j'étais allée à la réunion d'information, je m'étais C'était inscrite et puis Génépi ou ça a rien à voir? c'est le Génépi. OK. Ouais, ouais, c'est le Génépi et je suis devenue écrivaine publique, donc à la maison d'arrêt de la santé et ça m'a beaucoup, beaucoup, ouvert l'esprit puisque j'étais avec des gens que je connaissais pas. Moi, j'étais jamais allée entrer en détention avant le Génépi. J'essayais d'écrire des lettres pour des gens qui écrivaient pas bien français. Du coup, j'ai découvert des situations que j'ignorais et donc ça m'a beaucoup fait je pense que ça m'a beaucoup apaisée sur les gens qui donnent des leçons aux uns et aux autres ou à ceux qui ont commis des délits et cetera. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup calmée. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que souvent et l'immense majorité des gens qui sont en prison aujourd'hui, c'est des gens qui ont eu des parcours de vie, affreux, notamment dans leur enfance. Enfin voilà, faut regarder, si on regardait la moyenne de la dévastation de l'enfance de tous les gens qui sont incarcérés, ça serait une petite claque pour beaucoup de gens. Ce qui veut pas dire que quand tu as été victime de violence dans ton enfance, quand tu as vécu la pauvreté, forcément tu commets des délits. Mais l'inverse, en revanche, est très rare. Voilà. Et ça, c'est quand même, Oui. c'est pour ça que je parlais de cette priorité à l'éducation, à l'enfance. C'est pour moi, pour le coup, c'est une question absolument fondamentale. Et c'est Ouais. pas seulement parce que j'ai eu plein d'enfants. Oui, ça veut pas dire non plus que ça excuse, mais c'est sûr que, bah, du coup, on se rend compte qu'on s'attaque pas aux sources du problème, quoi. Ouais, exactement. Et tu disais, aussi que,
Bah, en fait, aussi, ça humanise tout simplement, parce que c'est facile de dire, de toute façon, c'est eux, c'est des monstres et cetera, c'est des criminels ou je sais pas, c'est toujours, l'autre et pas nous et par exemple, oui, bah, pour un criminel, que ce soit je sais pas, un violeur, un braqueur, peu importe, bah, accepter que ça peut faire partie d'une vie et que, ouais, on peut rester amis avec quelqu'un qui a commis un crime et les accompagner Ce qu'il dans faut, leur c'est la chemin, justice. quoi. Ouais, ce qu'il Ouais, faut, c'est la justice. Après, la santé à cette époque-là, donc au début des années 90, c'était beaucoup de gens sans papier, c'était beaucoup de toxicomanes, c'était pas des gros criminels, hein, c'était une majorité de délits, mais des fois de la condamnation à des peines lourdes, en tout cas à plusieurs mois, voire années de prison, en comparution immédiate, pour des délits de vol, etc. C'était dur quand même. Enfin, puis quand tu revisitais le parcours de vie de ces gens-là, parce que quand tu écrivais des lettres, bah, c'est ça que tu comprenais, que tu ouais, écrivais une lettre à la mère de quelqu'un qui était en hôpital psychiatrique depuis qu'il avait 1 an, qui a été ballotté de famille d'accueil en famille ouais, d'accueil. C'était ça, c'est ce monde-là que j'ai découvert. Moi, je considère que j'ai eu la chance de vivre dans une famille aimante, protectrice, émancipatrice aussi, hein, qui m'a laissé faire ce que je voulais. Et je découvrais des gens qui n'avaient pas eu ma chance. Voilà. Et donc oui, la justice, c'est important, mais c'est la même chose quand je parlais de tout à l'heure des gens parfaits qui font jamais d'erreur dans leur vie la plus écologique possible, ce qui n'est pas mon cas. Ben, c'est pareil, les gens qui donnent des leçons à ceux qui ont été condamnés, qui disent plus jamais, ils auront le droit à plus rien, il faut qu'ils passent leur vie en... Enfin, moi, je suis pour la justice et pour qu'elle soit très claire, et notamment sur les auteurs de violences contre les femmes. Mais je suis obligée de m'interroger sur le fait que l'immense majorité de ces auteurs de violences ont eux-mêmes été victimes de violences dans leur mmh. enfance. Voilà. Et que du coup, ce qu'il faut, c'est qu'on casse ce phénomène de reproduction. Ouais, c'est au-delà des responsabilités individuelles évidentes et bah, il y a clairement des facteurs sociétaux et un système qu'il faut changer quoi, pour briser ce cycle de violence et ouais, bah, Exactement. tu le dis qu'effectivement, il y a notamment la question de la pauvreté ou des maladies mentales ou des discriminations diverses et variées qui font un terrain ultra fertile pour avoir je sais pas comment appeler ça, des comportements déviants ou des crimes, quoi. Mm. Est-ce que c'est là que tu t'es dit que tu avais envie de faire de la politique? Alors ça y participe, c'est pas du tout sur ce que je faisais en détention, c'est qu'à l'époque, le Génépic avait aussi un rôle de ce qui s'appelait information et sensibilisation du public, avait beaucoup travaillé pour pousser à ce que une loi pénitentiaire soit votée. Notamment, on avait fait D'accord. tout un questionnaire pour évaluer la connaissance des Français sur la prison. Et ben, en fait, au départ, les choses s'étaient bien passées. Puis ensuite, bah, forcément, il y a des parlementaires qui avaient dit qu'ils voulaient plus s'en occuper, etc. Le truc avait fini dans les sables. C'était une grande déception. Et je m'étais dit, ah ouais, donc en fait, quelle que soit la mobilisation qu'on puisse organiser de la société civile, si à un moment, ça se traduit pas dans les faits, par des parlementaires, par le vote Ouais. d'une loi, bah, ça marche pas. Et, bah, du coup, ça m'a donné envie de faire de la politique. En me disant, bah, moi, j'aimerais bien que ça marche, quoi. Voilà. Mmh. Et c'est Donc marrant c'est là parce que que ça m'a choquée. ouais, j'ai l'impression que tu es en train de boucler la boucle entre Oxfam sur la pauvreté et les inégalités et la prison. Oui, parce que je pense que par ailleurs, c'est très utile de faire ce que je fais dans le milieu des ONG en sachant comment réagissent des politiques. Enfin, je veux dire, l'interaction est intéressante. Ouais. Mais après, il y a aussi il y a une analyse sur les différents rôles des organisations, mais il y a aussi quelque chose de très personnel. Moi, j'ai essayé d'être utile là où je suis. Et j'avais vraiment besoin de au moins faire une pause, et peut-être elle sera d'une très très longue durée, voire de toute ma vie, de la politique et de son côté très abrasif, très humainement douloureux. J'y ai gardé des amis, des fois je vois ce qu'ils vivent. Là en ce moment, il y a un jeune homme qui est conseiller municipal à Vincennes, un tout jeune homme, il est étudiant. Il a fait une bourde en disant qu'il votait contre une subvention pour un Ouais, j'ai vu yacht sur club, Twitter ce matin. alors qu'en fait c'est des bateaux à voile. Et il se fait afficher, il y a des articles sur lui, ça passe dans les médias, etc. Je trouve ça hyper violent, mais hyper violent et hyper injuste au passage. Mais bon, Parce qu'il voulait pas dire ça? bah, parce qu'il s'est planté. Il OK. s'est juste planté, il a pas bossé. Ça arrive, mais ça arrive tous les jours et ça arrive dans tous les endroits. Et c'est plus grave quand c'est un pilote d'avion qui fait une connerie. C'est pas très Ouais. grave quand c'est un conseiller municipal. Mais en ce moment, il y a une telle focalisation sur les écologistes que bon, ça arrive comme ça. Mais voilà, Oui. la politique est quand même très brutale. Il y a des fois des trahisons, il y a des moments hyper douloureux. Le lieu collectif, un lieu de tension. Quand j'ai dirigé le parti pendant 6 ans, Ouais. toutes les semaines, je réunissais le collège exécutif, qui s'est ensuite appelé bureau exécutif. C'est pas que des potes, hein. Il y a des gens qui sont tes opposants là-dedans. Donc, toutes les semaines, tu as des réunions avec des gens qui ont envie de t'emmerder.
à Oxfam, je fais des réunions qu'avec des gens qui ont envie de travailler bien ensemble tout le temps. Et je me rends compte à quel point je me suis déshabituée des ambiances pénibles. C'est Bah, sympa, vous moi gueulez je pas suis les uns sur contente. les autres là, ça va pas? Ouais, non, on rigole, on construit, on réfléchit. Je sais que tout le monde tire dans le bon sens, que même si on n'est pas d'accord, c'est c'est de l'émulation et c'est intelligent. C'est pas pour essayer de me faire une erreur à tel. Enfin, c'est tout le contraire. Et franchement, c'est appréciable. Hein. Honnêtement, Ouais. c'est hyper appréciable. J'en profite tous les jours. Je sais pas, moi ça m'interpelle beaucoup, cette dérive de la politique et des réseaux sociaux où effectivement on va transformer une anecdote comme celle de ce jeune homme en symbole de ah bah du coup tous les écologistes font de la merde. Mais pareil pour je sais pas contre le FN si Marine Le Pen disait une bêtise ou n'importe quoi plutôt que de juger les gens sur le fond quoi. Ouais, alors après, il faut accepter ça aussi. Il faut accepter que la com, c'est pas sale, qu'on peut être habile quand on fait de la communication, mais faut doser, quoi. Ouais, Voilà. Non, moi, c'est plutôt la question des relations humaines. ouais, La seule chose vraiment douloureuse qui a existé dans ma vie politique, c'est les trahisons, quand c'est des trahisons qui ne sont pas que des trahisons politiques, mais qui sont des trahisons qui se doublent d'une trahison amicale ou affective. J'en ok, ai pas eu beaucoup, mais quelques-unes, et ça a été vraiment très dur. ouais. À 20 ans tu disais je veux tout l'engagement, la carrière, la famille. Euh, tu trouves que tu as réussi à tout concilier? Alors, pour moi, oui. Ah bon, de temps en temps, le prix était un peu lourd. Je sais pas, il faudrait demander à mes enfants ce qu'ils en pensent, mais oui, mais même maintenant, en tout cas, je sacrifierai jamais mon amoureux pour ma carrière, par exemple. Ouais, Voilà. J'ai été extrêmement. On m'a dit à un moment, tu sais, ne pas mettre en scène ta famille, ne pas faire de photos de tes enfants. Bah, à un moment, c'est le prix à payer. J'ai dit, bah, je payerai pas ce prix. Bah oui, bah, du coup, ça marchera pas pour l'étape d'après. Je dis, bah, ça marchera pas pour l'étape d'après. Si il faut mettre en scène sa famille et utiliser ses enfants pour pouvoir faire carrière, et ben je ferai pas carrière. Donc acte. Donc je suis assez simple sur les choix à faire. Mais oui, je voulais pas non plus me dire ah bah puisque j'ai des enfants et un mari, et ben je reste à la maison et j'ai pas le droit de faire autre chose. Non. Voilà. Oui, je veux tout et je veux que les filles veuillent tout aussi. ouais. Et Oui, puis parce que par ça devrait ailleurs, être normal. mes enfants ils sont grands maintenant. Enfin mes aînés, mon fils aîné il a 24 ans donc si ça avait complètement raté, ça se verrait et il est formidable. Eux, c'est quoi leur rapport par rapport à ta notoriété? Bah, ils ont quand même grandi avec, donc ça les fait de temps en temps marrer. Ils se moquent beaucoup de moi. Euh, ouais, ils se moquent beaucoup de moi. Et puis bah oui, si de temps en temps c'est chiant quand on est dehors, que les gens m'arrêtent, qu'on est en train de faire des trucs ensemble. Oui, ça peut. Puis bah c'est comme, enfin je veux dire c'est comme ça. Enfin c'est. Oui. Non, mais je trouve ça hyper inspirant, non seulement effectivement, bah, pour pas mal de femmes qui peuvent écouter, mais aussi sur le fait que, bah, tu peux, avoir un énorme impact en politique sans forcément, faire partie, du tout petit monde politique, qui est biberonné là-dedans depuis tout petit et venir d'une bonne lieu ou autre alors que enfin, je Mon parcours à moi me rassurait sur le fait que si ça avait été possible pour moi, je sais très bien d'où je viens, etc., que je n'avais ni les codes, ni les relations, ni l'argent, ni rien, ni ouais. les études, bah, ça veut dire que c'est possible pour d'autres. Et que donc, c'est pas complètement foutu, c'est que c'est pas complètement fermé. Et qu'à l'inverse, tu peux aussi, bah, ouais, arrêter de faire que la politique soit, bah, un métier et une carrière et avoir un impact dans la société civile et les Alors ça, ONG tu vois, et c'est le truc que j'ai le plus raté. Moi, je voulais, comme j'étais quand même assez connue, faire la démonstration qu'on pouvait arrêter de faire de la politique et faire autre chose. Mais j'ai jamais personne qui m'a dit que c'était bien. Tu sais, on entend toujours, ah bah ils font que ça, les politiques, ils font que ça, ils font que ça, ils font que ça. Mais moi, les gens m'ont tout le temps dit, bah alors, vous nous avez lâché, quand est-ce que vous recommencez? Et «Ah moi encore je te le maintenant, dis hein. Cécile, merci». Non, mais c'est bizarre, parce que je pensais que du coup, ça pouvait être utile de montrer que c'était possible. Et non. Ça c'est mon grand truc. Mais ouais, je prends le métro et les gens me disent, non, mais c'est bien hein, ce que vous faites, hein, mais quand même, vous nous manquez, quand est-ce que vous revenez? Et c'est, en plus, je pense que c'est bien aussi de pouvoir dire, mais il y en a d'autres qui font. Il y a d'autres Oui. figures de l'écologie aujourd'hui politique qui existent, avec beaucoup d'impact médiatique, etc. Donc, on pouvait aussi penser que d'autres feraient mieux que moi. Ça, je suis pas gênée de dire que des gens savent faire mieux que moi. Il y a des gens qui savent faire mieux que moi la cuisine, mieux que moi des tonnes de trucs. Ma fille, elle sait coudre mieux que moi. Et donc, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais peut-être que j'étais pas la bonne personne aussi. J'ai pu me dire ça à un moment. De temps en temps, je me dis quand même, bon, là-dessus, je serais meilleure. Mais ça me fait plaisir à moi. Je fais ma mémé Cécile au coin de ma cheminée, puis voilà. Pour cette dernière partie, l'émission s'appelle «Soif de sens». On va parler, rapidement de ta quête de sens. Qu'est-ce qui, toi, donne du sens à ta vie? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie?
En fait, j'ai pas choisi d'être une humaine vivante. J'ai pas de réponse à la question. Cette question ne me taraude pas sur le sens de la vie. En revanche, je me dis, tant qu'à avoir ça, autant que ce soit l'aventure la plus à la fois chouette, drôle, rigolote, excitante possible. Donc voilà, le sens à moi, c'est de faire de ma vie un moment où quand je serai vieille, je me dirai, ah, quand même, je me suis bien marrée. Voilà. Et quand je dis bien marrée, c'est dans l'histoire de se marrer, c'est aussi mener des combats, y arriver, aller déranger des hippopotames 13 sur 2 en C'est pas arrivant avec son total. cure-dent et en faisant bouger les choses. Voilà, c'est ça, moi, c'est de me dire, je suis pas, c'est pas seulement que je sers pas à rien, je me sens pas ni Jeanne d'Arc ni meilleure que qui que ce soit, mais mon petit bout et ce que je sais faire, je le fais du mieux possible. Mmh. Et c'est quoi une de tes dernières grosses remises en question? Une de mes dernières grosses remises en question, la seule qui a été, enfin celle qui a été la plus compliquée pour moi, elle est plus sentimentale, parce que c'est pas forcément facile d'être Un couple le avec un mec politique? d'une femme connue, Mmh. voilà. Et de me dire qu'est-ce que je voulais vraiment, voilà. Est-ce que j'étais pas, quels arbitrages j'étais prêt à faire pour une histoire d'amour pas forcément hyper épanouissante, mais en me disant je pourrais pas avoir mieux. Mais j'ai pas eu besoin de trop aller au bout de cette remise en question, parce que ça va bien maintenant. C'était juste la bonne personne qu'il fallait trouver. C'est trop touchant parce que, bah, je sais pas, je trouve que tu es une des rares, personnalités, soit dans le monde des ONG ou politiques qui osent parler avec ses émotions et qu'on a tellement, maintenant de plus en plus l'habitude d'avoir des robots quoi, que du coup on les déshumanise et bah, ouais, c'est aussi ça que je pense qui contribue à créer un fossé, avec les gens, de se rendre compte que, bah, ouais, on a aussi plein d'émotions, de l'autre côté, Mais tu quoi. sais que c'est ça, moi, en politique, il y a un truc qui est déterminant qui s'appelle le facteur humain. Et c'est-à-dire des grandes décisions qui apparaissent comme très rationnelles, elles sont souvent, quand tu les connais, et moi pour le coup j'ai été au cœur du pouvoir, mues par des éléments personnels très forts. Et que toutes ces machines froides, elles sont en recherche de reconnaissance incroyable, elles ont des failles, etc. Et moi je préfère que les humains disent, bah ouais, des fois j'y arrive pas, des fois je fais ça parce que j'ai jamais réussi à trouver grâce aux yeux de mon père, parce que je suis pas devenue ingénieure, donc du coup j'ai besoin de croire que, enfin, j'en ai vu Ah, le jour où tellement. Macron dit ça, Bah, tu sais, moi je me suis posé la question, je me suis dit mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'impose des trucs tellement ouais. durs? Parce qu'à Mmh. une époque c'était vraiment très dur. Qu'est-ce qui, j'ai été aimée enfant, mes parents n'attendent pas de moi ça, ils sont pas spécialement. Maintenant j'ai compris. J'ai compris que j'avais pas une espèce de d'ambition folle à l'intérieur de moi, ce qui fait que d'ailleurs j'ai pas été déprimée quand ça s'est arrêté. C'est Ouais. qu'en revanche j'aime bien être dans une petite troupe, dans une petite équipe, et que cette petite équipe soit fière de moi. Et ça oui, j'aime ça parce que j'aime l'aventure et j'aime l'aventure. On pourrait dire en clan si on est négatif, mais en petit troupeau. J'aime bien que les gens soient soudés. J'aime bien que les gens soient heureux autour de moi, de trouver l'endroit où ils vont être le plus à leur place. Tout ça, ça m'excite vraiment intellectuellement, humainement. Et après, j'ai fait la paix avec le fait que j'étais un animal extrêmement sentimental. Je peux être, certains disent une tueuse, enfin, quand tu regardes, c'est drôle quand tu regardes mon parcours politique, tu te dis, ah non, mais la nana qui déboule dans un parti en 2001, qui rentre à la direction en 2003, qui est chef en 2006, c'est une espèce de machine. Donc j'en veux à personne de penser que je suis ça, alors que pas du tout. Mais finalement, ma force, elle est du fait que je sois pas du tout une machine. C'est que j'y crois vraiment, vraiment. Et quand j'y mets de l'affect, j'y mets vraiment de l'affect. Ce qui a Mmh. comme revers de m'avoir peut-être usé prématurément, parce que j'avais un peu trop donné. Mais on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Enfin, faut en profiter. Et j'ai tellement de chance d'être une femme née en 1975. Si j'étais née en 1875, ça aurait été compliqué. Mais je remercie les femmes qui ont Ouvert bataillé la pour voie. que j'ai la vie Mmh. que j'ai. Et c'est aussi quelque part en leur mémoire que je fais tout ça. Voilà. Trop bien, je crois que tu vas faire pleurer tout le monde. Non, 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 non. Mais Non, et non, si c'était je te dis touchant, un c'était truc, sincère. moi je me souviens très bien les gens que j'écoutais quand j'avais 20 ans. Je cherchais des clés, tout ça. Je sentais bien qu'il y avait un truc qui bouillonnait chez moi, que je voulais pas la vie, enfin, Qui je veux vient dire, à toi. Mmh. presque destinée où j'allais être prof, et etc. Je voulais pas de ça, mais je savais pas trop ce que je voulais. Je savais que je voulais quelque chose comme l'aventure. Et donc, si je peux dire aux jeunes femmes de 20 ans qui m'écoutent que c'est possible, je leur dis c'est possible. Parce que si j'y suis arrivée, je suis pas supérieurement intelligente, je suis pas extrêmement organisée du tout, je n'avais ni fortune personnelle, ni rien du tout. Faites-vous plaisir, quoi. Et si vous avez envie d'une vie plan-plan rangée,
et que vous êtes brillante et que vous êtes partie dans des études hyper brillantes, mais C'est qu'en ok fait, ça aussi. vous ronge de l'intérieur d'avoir ces responsabilités, débranchez la prise. Personne Ouais, n'est obligé de souffrir. Débranchez la prise. trop bien. Bah, moi, ça me parle Mais beaucoup. sinon, ouais, enfin, la vie, ça peut être quand même très, très marrant et très sympa et très drôle et très plaisant. Bah, merci beaucoup, Cécile, c'était très inspirant. Si toi Merci aussi qui nous Pierre. écoutes, ça t'a plu, bah, je te conseille 2 épisodes. Celui sur la jeunesse écolo avec Camille Etienne, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment autour de la loi climat et qui va chatouiller les députés. Et celui sur le sexisme et le féminisme qu'on a évoqué avec ton amie Caroline Dehaas et comment en finir avec les violences sexuelles et sexistes. Et si tu veux plus d'épisodes avec des militants badass, bah, comme Cécile aujourd'hui, abonne-toi et partage ce podcast, ça m'aide beaucoup. Merci Cécile, ciao tout le monde. Merci Pierre. Au revoir.